Dr Harry Rabarikoto, professeur agrégé en gynéco-obstétrique à Madagascar. Nous remercions le réseau de promotion de la recherche médicale en Afrique et son coordonnateur, le Dr Soumaïla Boubacar, pour avoir organisé cette session et d'avoir choisi un thème très important tout en étant neurologue. Donc, je rappelle aux auditeurs que la grossesse, qui est un phénomène physiologique, quand elle est associée à certaines situations pathologiques, elle peut engager les pronostics de la mère et de l'enfant, d'où l'importance de ces sujets. Sans trop tarder, je laisserai la parole au professeur Harry Rabarikoto, qui nous parlera de ces sujets. Et je vous laisse la parole. Merci de m'avoir cédé la parole. Bien, bonjour à tous. Donc, c'est un sujet qui est assez difficile, mais après, si vous avez des questions, je pense que ce sera à la fin. Donc, hypertension artérielle et grossesse. Donc, l'objectif de cette session, en fait, c'est d'optimiser les pratiques médicales dans la prise en charge, justement, de cette hypertension artérielle au cours de la grossesse. Donc, nous allons suivre un plan qui n'est pas vraiment très classique, mais je pense qu'il va permettre la bonne compréhension du chapitre qui est assez difficile, nous l'avons dit tout à l'heure. Donc, une petite physiopathologie, nous n'allons pas rentrer dans les détails, juste ce qu'il faut pour comprendre. Ensuite, le chapitre diagnostic, les complications et la prise en charge qui nous posent problème, surtout nous qui sommes en Afrique où le plateau technique est assez limité. Donc, définissons d'abord l'hypertension artérielle. Ça reste l'hypertension artérielle, ça reste une pression artérielle systolique supérieure ou égale à 140 mm de mercure, associée ou non à une pression artérielle diastolique supérieure à 90 mm de mercure. Soulignons que la définition, c'est ou, pas et. Donc, si la patiente elle a une pression artérielle à 130/90, c'est déjà une patiente qui est hypertendue. Donc, au cours de la grossesse, parce que ce sera durant la grossesse ou dans les 6 semaines qui vont suivre l'accouchement. Donc, dans les 6 semaines, ça reste toujours une hypertension artérielle associée à la grossesse. Donc, pourquoi parler de cette question? C'est parce qu'elle complique quand même 5 à 10% des grossesses, cette hypertension artérielle, et c'est une des premières causes de morbidité et de mortalité materno-fœtale, autant en Afrique que dans le monde. Donc, avec les hémorragies liées à la grossesse, avec les infections, c'est l'hypertension artérielle qui provoque le plus de décès maternels et le plus d'hospitalisation et le plus de cas de morbidité sévère en obstétrique. Donc, concernant la classification de cette hypertension artérielle au cours de la grossesse, il y a 4 grands groupes. L'hypertension artérielle chronique qui est l'hypertension artérielle qu'on appelle souvent essentielle, c'est celle qui préexiste à la grossesse. Donc, c'est une patiente qui est hypertendue, connue ou pas, ou bien constatée avant 20 semaines d'aménorrhée. Donc, quand le diagnostic est posé avant 20 semaines, il s'agit d'une hypertension artérielle chronique. Donc, pour poser le diagnostic d'hypertension artérielle gestationnelle ou gravidique, il faut que le diagnostic ait été posé après 20 semaines d'aménorrhée ou bien dans les 24 heures du postpartum sans élévation de la protéinurie. Donc, s'il y a association d'une protéinurie, ça change la définition. Donc, la prééclampsie, c'est l'hypertension artérielle constatée après 20 semaines associée à une protéinurie supérieure ou égale à 0,3 g par 24 heures. C'est un dosage pondéral. Donc, c'est par 24 heures. Donc, 0,3 g, c'est égal à 300 mg. Une prééclampsie surajoutée,
c'est une hypertension artérielle chronique, donc une patiente qui est déjà connue, hypertendue, et qui présente ensuite une protéinurie. Les limites sont les mêmes pour une prééclampsie habituelle ou pour une prééclampsie surajoutée. La protéinurie, c'est toujours supérieur ou égal à 0,3 g par 24 heures. Donc, la classification de l'hypertension artérielle selon la gravité, ce sera en fonction des valeurs. Donc, ça ne change pas. Que ce soit pour une femme enceinte ou pour une femme non enceinte, une HTA est dite légère à modérée quand la pression artérielle systolique est entre 140 à 159 mm de mercure. Ou, donc j'insiste sur le ou, parce que parfois nous, on entend et pas ou, mais c'est bien ou, une pression artérielle diastolique entre 90 et 109 mm de mercure. Donc, dans ces fourchettes-là, nous sommes dans une hypertension artérielle légère à modérée. L'hypertension est sévère quand la pression artérielle dépasse dépasse les 159. Du coup, à partir de 160 mm de mercure, c'est une HTA sévère ou une pression artérielle diastolique supérieure ou égale à 110 mm de mercure. Donc, j'insiste sur le ou parce que nous, en obstétrique, parfois, on entend et ce qui complique un peu la prise en charge. Donc, concernant la physiopathologie, j'ai choisi une manière très simpliste, très minimaliste d'expliquer la physiopathologie, mais ce qu'il faut retenir, c'est que l'hypertension artérielle au cours de la grossesse, en dehors de la hypertension artérielle qui est déjà chronique, qui est déjà connue, c'est une maladie du placenta. Donc, c'est un défaut d'invasion trophoblastique des artères spiralées. Donc, au cours de la nidation, ce sont les artères qui n'arrivent pas vraiment à pénétrer dans le myomètre de façon adéquate et ça va entraîner une insuffisance utéroplacentaire. C'est cette insuffisance utéroplacentaire qui va entraîner une ischémie utéroplacentaire. C'est cette ischémie qui, à son tour, va entraîner une altération du fonctionnement de l'endothélium vasculaire qui va entraîner à son tour la libération de toxines vasoconstricteurs dans la circulation sanguine maternelle. Et ce sont ces toxines qui seront responsables des différentes manifestations cliniques de cette hypertension artérielle au cours de la grossesse. Donc, c'est assez simple. Si on complique, c'est très, très compliqué, hein, mais c'est assez simple. C'est donc une maladie du placenta. Il faut juste retenir que c'est une maladie du placenta. Donc, toutes ces anomalies placentaires, toutes ces lésions vasculaires seront constituées dès la 16e semaine d'aménorrhée, d'où la limite de fin semaine pour les définitions. Donc, si ces lésions sont constituées à la fin, dès la 16e semaine, les manifestations cliniques ne se verront qu'à partir de la 20e semaine d'aménorrhée. Donc, toute hypertension artérielle diagnostiquée avant 20 semaines, c'est une hypertension artérielle chronique, même si la patiente ne le sait pas encore. Donc, ce sont les patientes qui sont vraiment à suivre dans le postpartum. Enfin, il ne s'agit pas d'un passage à la chronicité si le diagnostic a été posé avant 20 semaines. C'est déjà une chronicité qui était là avant la grossesse. Donc, comment nous allons poser le diagnostic d'une hypertension, quel que soit le type d'hypertension, mais nous allons prendre comme type de description une prééclampsie modérée. Donc, une prééclampsie, nous l'avons vu dans la définition, c'est une hypertension artérielle diagnostiquée après 20 semaines d'aménorrhée associée à une protéinurie significative. Donc, nous allons essayer un peu de systématiser. Donc, en commençant par l'interrogatoire, les examens cliniques et après les examens paracliniques. Donc, à l'interrogatoire, pour chaque CPN,
Nous, en Afrique, on a ce problème commun qui est que les femmes ne viennent pas toujours en consultation de façon régulière. Elles ne viennent pas en début de grossesse. Parfois, elles ne viennent que tard. Donc, à l'interrogatoire, il faut avoir toujours dans l'esprit d'évaluer le risque de survenue de l'hypertension artérielle comme le risque de survenue les, de toutes les complications au cours de la grossesse. Donc, évaluer le risque, demander si c'est une patiente qui est déjà hypertendue, connue, sous traitement ou si elle a arrêté le traitement, si elle est diabétique, si elle est tabagique. Il faut s'enquérir de la notion de tabagisme passif. Parfois, la patiente, elle ne fume pas, mais le risque reste le même si c'est le mari qui fume dans la maison ou si elle travaille dans un kiosque à tabac ou dans n'importe quel établissement où il est autorisé de fumer à l'intérieur des murs. Est-ce que c'est une patiente qui n'a jamais encore accouché, donc une primichèse plutôt? Est-ce qu'il s'agit d'une première union? Parce que si c'est une première union, ça constitue un facteur de risque de survenue de l'hypertension artérielle au cours de la grossesse. Les antécédents d'hématome rétroplacentaire lors des grossesses précédentes, les antécédents de mort fœtale intra-utérin, les antécédents de prééclampsie. Donc, il faut demander tout ça. Après, c'est la mesure de la pression artérielle qui va déterminer la définition. Nous avons dit type de description, pression prééclampsie modérée. Donc, la pression artérielle va être pour la systolique entre 140 et 159 mm de mercure, ou bien la pression artérielle diastolique entre 90 et 109 mm de mercure. Après, les deux peuvent être associés. Hein. La patiente peut avoir à la fois une pression artérielle élevée et une pression systolique élevée, une pression artérielle diastolique élevée. Les deux peuvent être associés. Donc, rappelons un peu comment, enfin, tout le monde sait comment comment mesurer une pression artérielle, mais il faut quand même insister qu'il faut que la patiente soit en position assise ou demi-assise. Il ne faut pas qu'elle ait descendu du taxi et qu'elle arrive dans la salle d'attente et qu'on mesure directement la pression artérielle, mais il faut attendre au moins 5 minutes de repos. Il y en a qui préconisent 20 minutes de repos, mais au moins 5 minutes en milieu médical afin qu'un appareil huméral homologué, un brassard adapté au morphotype de la patiente. Je sais, c'est un peu compliqué d'avoir tous les tailles de brassard pour toutes les patientes, mais essayez quand même d'avoir un brassard qui est adapté au morphotype de la patiente et pas utiliser les petits brassards pour les patientes qui ont des bras plus développés. Donc, bonne vision et un bon éclairage, ça fait sourire certains, mais il faut quand même qu'il y ait un bon éclairage. Il faut dégonfler le brassard de façon contrôlée et lente. Donc, la pression artérielle diastolique doit être mesurée à la disparition complète de tout bruit et, si possible, effectuer plusieurs mesures parce que c'est notre mesure qui va conditionner après la prise en charge de notre patiente. Donc, pour les hypertensions, un cas particulier, pour les hypertensions artérielles légères à modérées, dépistées en consultation, si la patiente a les moyens. Donc, il faut confirmer par des mesures en dehors du cabinet médical par automesure. Mais ça, il faut que la patiente ait un niveau d'éducation assez élevé pour se servir de son appareil d'automesure. Et puis qu'on puisse lui faire confiance. Donc, pour éliminer un effet blouse blanche. Donc, pour les patientes qui ont les moyens et qui peuvent se permettre de faire des automesures chez elles, hein, il faut considérer comme pathologique une pression artérielle supérieure à 135
Donc, ce n'est pas pareil que dans la définition, mais il faut considérer que c'est pathologique pour les automesures quand la systolique est supérieure à 135 et la diastolique supérieure à 85. Pendant la consultation, donc, nous avons pris la mesure de la pression artérielle, nous avons vu que c'est au-dessus des valeurs normaux. Donc, il faut rechercher les signes fonctionnels d'hypertension artérielle. Est-ce que la patiente a mal à la tête? Donc, les céphalées, il faut rechercher les phosphènes. Est-ce qu'elle a des mouches qui volent devant les yeux, les acouphènes? Est-ce que ses oreilles ne bourdonnent pas? Il faut lui demander si elle ne présente pas une douleur en part épigastrique. En plus des signes fonctionnels d'hypertension artérielle, il faut rechercher les autres signes associés. Les œdèmes, ça peut être dû à l'hypertension artérielle, ça peut être dû à une autre cause, mais il faut demander surtout s'il y a des œdèmes d'apparition récente, examiner la patiente, regarder les faciès, regarder les mains, demander s'il y a eu une prise de poids récente et rapide. Si la patiente a été pesée à la dernière CPN, on pourrait réévaluer, mais après les CPN, c'est tous les mois, c'est parfois difficile à évaluer par le personnel de santé. Mais la patiente, elle peut sentir qu'elle a pris du poids et rapidement. Il faut demander si la patiente, elle urine bien. Donc, si la quantité est elle ne peut pas mesurer de visu si c'est une oligurie ou pas dans les définitions médicales, mais elle peut vous dire qu'elle urine moins. Il faut demander si elle présente des nausées ou des vomissements ou un embarras gastrique quelconque. Après, il faut évaluer le bien-être fœtal. Donc, nous avons posé le diagnostic chez la mère déjà de l'hypertension artérielle. Donc, on sait que c'est une hypertension artérielle après 20 semaines liée à la grossesse. Donc, il faut évaluer le bien-être fœtal. Donc, mesurer la hauteur utérine. Est-ce que la hauteur utérine est petite ou normale pour l'âge gestationnel? Après, si on dispose d'un appareil échographique, on fera une biométrie fœtale, mais dans l'immédiat, la mesure de la hauteur utérine, ça va déjà nous indiquer, nous donner des renseignements sur le bon développement du fœtus. Est-ce que les mouvements actifs fœtaux sont normaux? Est-ce que la maman, elle sent bien son bébé bouger? Est-ce que c'est comme tous les jours? Est-ce que ça a diminué? Après, il faut écouter le bruit du cœur fœtal. Est-ce que c'est bien frappé? Est-ce que c'est le rythme? Est-ce que c'est normal? Rappelons que le rythme cardiaque fœtal est entre 120 et 160 battements par minute. Donc, dans cette fourchette-là, il faut considérer que le bébé, il va bien. Donc, concernant les examens complémentaires, nous avons dit dans la définition que pour dire que c'est une prééclampsie, il faut qu'il y ait une protéinurie. Donc, c'est le dosage de la protéinurie qui va confirmer le diagnostic. S'il n'y a pas de protéinurie, ce n'est pas une prééclampsie. Donc, une protéinurie, c'est la confirmation diagnostique. Donc, la protéinurie, normalement, il faut le rechercher systématiquement à la pompe de lait urinaire pendant les consultations prénatales ou par recueil urinaire au moins une fois par mois chez toute femme enceinte. Donc, le dosage pondéral au laboratoire n'est nécessaire qu'à partir de 1 croix. Donc, c'est 1 croix, pas 2 croix, pas 3 croix, mais parfois, pour les patientes qui n'ont pas vraiment les moyens, parfois, nous, on attend de... Parfois, on ne fait pas le dosage pondéral, mais quand c'est 3 croix à la pendelette et qu'on n'a pas vraiment les moyens de faire un dosage pondéral à la patiente, il faut retenir le diagnostic de prééclampsie à partir de 2 croix. Mais normalement, ce qu'il faut faire, c'est faire un dosage pondéral au laboratoire et c'est pathologique quand c'est supérieur à 310 grammes par 24 heures ou 0,3 grammes par
24 heures. Et les autres examens biologiques ne sont pas nécessaires au diagnostic. Les autres examens biologiques seront nécessaires, utiles pour certains pour la prise en charge, nécessaires pour les autres pour évaluer la gravité, mais ce sera en fonction de votre examen clinique que vous allez demander, un ionogramme sanguin, une glycémie, une créatininémie, une uricémie, ou l'hémogramme. Si nous sommes en prééclampsie modérée, pour une prééclampsie sévère que nous allons voir tout à l'heure, il faut demander tout ça de façon systématique, autant que possible. Donc, autant que possible. La majorité des bilans souvent ne sont pas disponibles dans nos centres, mais quand c'est possible, pour ceux qui ont les moyens, pour les centres de santé qui ont le plateau technique, il faut demander un hémogramme, recherche de schizocytes ou bien le dosage de l'aptoglobine pour évaluer s'il y a hémolyse, faire un bilan d'hémostase qui fera partie du bilan préopératoire et doser les transaminases. Donc, pour l'examen Doppler des artères utérines, ce sont des examens spécifiques qu'il faut demander uniquement faire 22-24 semaines si la patiente a des antécédents ou un antécédent de prééclampsie, ou bien si la patiente est hypertendue connue quand c'est disponible. Donc, ça permet de nous renseigner sur la possibilité de survenue d'un retard de croissance intra-utérin, d'un hématome rétroplacentaire ou d'une mort fœtale in utero en fin de grossesse, s'il y a absence de perte de résistance vasculaire. Donc, normalement, la résistance vasculaire des artères utérines, ça diminue vers 22-24 semaines. Si ça ne diminue pas, c'est qu'il y a un risque de retard de croissance d'hématome et de mort fœtale intra-utérin. Donc, si on dispose d'une échographie fœtale, c'est l'idéal. Donc, si on ne dispose pas, il faut raisonner avec la hauteur utérine, il faut vérifier le bruit du cœur fœtal au stéthoscope obstétrical. Mais si on dispose d'une échographie fœtale avec un Doppler, il faut vérifier la biométrie, le poids. Donc, on aura une précision sur le poids et les périmètres crâniens et toute la biométrie du fœtus, la vitalité fœtale, le Doppler de l'artère ombilicale du fœtus, le Doppler de l'artère cérébrale moyenne du fœtus, quand c'est possible. Après, c'est l'idéal, mais on ne peut pas non plus forcer les choses et ne pas prendre en charge la patiente parce qu'on ne dispose pas du matériel nécessaire. Donc, l'enregistrement du rythme cardiaque fœtal, donc pour vérifier la réactivité, les variabilités, l'existence ou non de décélération. Et si on dispose d'un appareil à FCT ou la variation à court terme d'un Oxford, par exemple, il faut faire une analyse informatisée du rythme cardiaque fœtal. Si cette variation à court terme chute, il s'agit d'une acidose fœtale, donc d'une indication d'extraction fœtale en urgence. Donc, nous avons vu la prééclampsie modérée. Donc, d'abord, c'est les chiffres tensionnels associés à une protéinurie. Après, il y a les formes cliniques. Nous allons commencer par l'hypertension artérielle chronique ou hypertension artérielle essentielle. Donc, diagnostiquée avant la grossesse ou avant la 20e semaine d'aménorrhée. Souvent, c'est de bons pronostics. Parce que souvent hein, si la patiente est bien traitée, si la patiente a bien suivi son traitement avant la grossesse, souvent c'est de bons pronostics. Mais souvent, les patientes, elles arrêtent leur traitement sans prendre l'avis du cardiologue. C'est là que se posent les problèmes et c'est là que surviennent les complications. Donc, après l'hypertension artérielle
chronique, l'hypertension artérielle gestationnelle ou gravidique qui est liée à la grossesse, c'est liée à la placentation, hein, n'oublions pas que c'est une maladie du placenta. Une hypertension artérielle qui est diagnostiquée après 20 semaines d'aménorrhée, donc diagnostiquée à la prise mensuelle de la pression artérielle en CPN, nous devons prendre de façon systématique à chaque passage de la dame qui est enceinte les pressions artérielles et il n'y a pas de protéinurie associée. Donc hypertension gestationnelle ou gravidique, il n'y a pas de protéinurie associée. Pour une prééclampsie surajoutée, nous avons vu dans les définitions, mais reprenons-le, c'est une hypertension artérielle chronique qui est associée secondairement à l'apparition d'une protéinurie. Donc, l'hypertension artérielle est toujours diagnostiquée avant la grossesse ou avant 20 semaines et apparition secondaire de la protéinurie qui est pathologique. Donc, il faut retenir que toute hypertension artérielle chronique peut se compliquer d'une prééclampsie. C'est pour ça que ça s'appelle une prééclampsie surajoutée. Il y a déjà l'hypertension artérielle chronique qui est dessous et il y a la protéinurie qui s'était ajoutée. C'est pour cela qu'on l'appelle prééclampsie surajoutée. Donc, la prééclampsie artérielle modérée, nous avons vu tout à l'heure le diagnostic. Mais pour dire qu'une prééclampsie sévère, c'est une prééclampsie modérée avec un seul critère de sévérité. Un seul suffit. Donc, un seul suffit à dire qu'il s'agit d'une prééclampsie sévère. Donc, le premier critère, c'est les chiffres tensionnels. Quand l'HTA est sévère, quand l'hypertension artérielle est sévère, la prééclampsie est sévère également. Donc, pour tout, pression artérielle systolique supérieure ou égale à 160 mm de mercure, pour toute pression artérielle diastolique supérieure ou égale à 110 mm de mercure associée à une protéinurie, c'est déjà une prééclampsie sévère. Donc, un seul critère de sévérité suffit. Les autres critères de sévérité sont les signes d'atteinte viscérale maternelle, c'est une oligurie inférieure à 20 ml par heure ou inférieure à 500 ml par 24 heures, une créatininémie supérieure à 135 micromoles par litre, une protéinurie supérieure à 3 grammes par 24 heures. Dans certaines recommandations, ils ont augmenté ce seuil à 5 grammes, mais dans la majorité des recommandations, c'est toujours 3 grammes. Donc, à partir de 3 grammes, il faut considérer que c'est une prééclampsie sévère. Donc, un seul critère suffit. Donc, les autres signes d'atteinte viscérale maternelle, une douleur en part épigastrique persistante. Donc, quand les douleurs persistent, même si le chiffre tensionnel n'est pas au-dessus de 160, un seul critère suffit à dire qu'il s'agit d'une prééclampsie sévère. Un œdème aigu du poumon, un hématome rétroplacentaire, un HELP syndrome, donc associant une hémolyse intravasculaire, associant une cytolyse hépatique, associant une thrombopénie inférieure à 100 000. Donc, l'apparition de signes neurologiques persistants, donc des troubles visuels, des phosphènes, une céphalée persistante, des réflexes ostéotendineux fixes et polycinétiques, une obnubilation, des acouphènes ou bien la survenue d'une éclampsie. Donc, une éclampsie, c'est une crise convulsive tonico-clonique chez ces patients qui présentaient des signes de prééclampsie ou bien qui sont diagnostiqués prééclamptiques. Donc, un seul critère suffit. Donc, même si chez la mère, il n'y a pas de signe de sévérité, s'il y a un seul critère de sévérité chez le fœtus, par exemple, un retard de
croissance intra-utérine sévère ou bien un oligoamniose, eh bien, c'est une prééclampsie sévère. Donc, même si la mère ne présente aucun signe de sévérité et que le fœtus présente un signe de sévérité, il faut classer cette prééclampsie dans prééclampsie sévère. Donc, le diagnostic différentiel, il n'y a pas vraiment de diagnostic différentiel par rapport aux chiffres tensionnels. Hein. Il faut juste différencier les formes cliniques s'il s'agit d'une prééclampsie modérée, sévère, une hypertension artérielle chronique, ou bien une hypertension artérielle gravidique ou une prééclampsie surajoutée. Mais c'est devant la protéinurie qu'il faut faire le diagnostic différentiel, mais nous n'allons pas entrer dans les détails, nous allons juste citer la néphropathie gravidique et le syndrome néphrotique. Concernant les étiologies, c'est une pathologie placentaire, c'est la seule étiologie directe. Et après une pathologie placentaire, c'est une étiologie, mais les facteurs de risque, ce sont les étiologies indirectes. Donc, il y a d'abord les facteurs de risque génétiques, tout antécédent de prééclampsie chez la mère de la patiente ou chez une sœur de la patiente, c'est un facteur de risque. La race noire, donc, nous toutes, ça constitue déjà un facteur de risque de survenue de prééclampsie et d'hypertension artérielle au cours de la grossesse. Les facteurs de risque immunologique, la primiparité, mais c'est surtout la primipaternité avec brève exposition au sperme. La primipaternité, j'explique, c'est c'est pas le premier enfant du papa, c'est le premier enfant du papa avec la dame. Donc, la patiente, c'est la première fois qu'elle a un enfant avec le monsieur. Donc, c'est ça la primipaternité avec brève exposition au sperme. Bref, c'est un peu difficile à définir hein, à quel délai la patiente elle n'est plus exposée au risque d'hypertension artérielle au cours de la grossesse, mais on retient souvent que si la patiente a été exposée au sperme durant 2 ans, ce qui est quand même long, parce que dans les mariages, hein, souvent, on se marie aujourd'hui, on fait un enfant dans 2 semaines, donc c'est un peu difficile de dire aux patientes qu'il faut attendre 2 ans avant de faire un bébé. Les inséminations avec donneur, puisque les donneurs, on ne les connaît pas et c'est une insémination, c'est toujours une première fois, une première paternité également. Donc c'est un peu difficile, mais il faut demander au cours des consultations prénatales, au cours des interrogatoires, afin de mieux surveiller la patiente. L'âge maternel inférieur à 18 ans, l'âge maternel supérieur à 35 ans, quel que soit le rang de la grossesse, que ce soit une première grossesse, une deuxième ou un cinquième, ça constitue des facteurs de risque. Ça ne veut pas dire que ces patients font obligatoirement faire une hypertension artérielle au cours de la grossesse ou faire une prééclampsie, ce sont juste des facteurs de risque et il faut en tenir compte. La vie en altitude, le stress, que ce soit physique ou psychologique, ça constitue des facteurs de risque de survenue d'hypertension artérielle, même chez les femmes non enceintes. Donc, les facteurs de risque liés à des pathologies maternelles préexistantes. Donc, tout à l'heure, nous avons dit antécédent de prééclampsie chez la mère de la patiente ou chez la sœur de la patiente, mais l'antécédent personnel constitue également un facteur de risque. L'obésité chez la patiente, l'insulinorésistance, les thrombophilies, l'hypertension artérielle chronique constitue un facteur de risque pour la survenue de la prééclampsie et toutes les néphropathies chroniques. Les facteurs de risque liés à la grossesse, les intervalles longs de grossesse, longs en général, c'est 4 ans, 5 ans, 6 ans et plus. Les grossesses multiples, que ce soit gémellaires, trimellaires ou plus. Toute triploïdie chez le fœtus, mais ça c'est difficile à diagnostiquer.
vu les plateaux techniques dont on dispose, hein, il ne faut pas se mentir. Nous ne pouvons pas tout avoir, nous ne pouvons pas tout prédire, mais il faut quand même bien faire les interrogatoires afin de déterminer les facteurs de risque et bien surveiller les patientes et bien prendre les pressions artérielles pendant les consultations prénatales et bien éduquer quand c'est possible. Donc, les complications, toutes les formes cliniques d'hypertension artérielle au cours de la grossesse peuvent se compliquer. Il ne faut pas seulement croire que c'est uniquement la prééclampsie qui peut se compliquer ou bien l'hypertension artérielle gravidique, mais même une hypertension artérielle chronique qui est déjà connue, une patiente qui est déjà hypertendue, connue depuis 20 ans, ça peut toujours se compliquer pendant la grossesse. La grossesse est une situation physiologique, mais il y a plusieurs modifications physiologiques qui accompagnent la grossesse, qui fait que la patiente n'est pas dans un même état clinique qu'en dehors de la grossesse. Donc, toutes les formes cliniques d'hypertension artérielle au cours de la grossesse peuvent se compliquer. Donc, il faut craindre un HELLP syndrome. Nous avons vu la définition tout à l'heure dans les examens complémentaires. Il y a une hémolyse, une élévation des transaminases et une thrombopénie. Ensuite, il y a l'hématome rétroplacentaire. Ce n'est pas seulement la prééclampsie qui peut se compliquer d'un hématome rétroplacentaire. Une hypertension artérielle chronique comme une hypertension artérielle gravidique peuvent se compliquer également d'un hématome rétroplacentaire. C'est le décollement prématuré du placenta. Donc, prématuré, c'est avant la naissance du bébé. Normalement, le bébé, il sort d'abord et après, le placenta se décolle. Mais dans le cas d'un hématome rétroplacentaire, le placenta se décolle alors que le fœtus il est encore dans le ventre de sa maman. Donc, ça se traduit par une douleur abdominale intense de survenue brutale avec une contracture utérine douloureuse et permanente et un saignement génital noirâtre peu abondant qui n'est pas en rapport du tout avec la quantité de sang qui est déjà perdue entre le placenta et la paroi utérine. Donc, il faut y penser devant toute douleur abdominale intense de survenue brutale et une contracture utérine douloureuse et permanente. Il faut penser également à l'hématome sous-capsulaire du foie. Heureusement, c'est plus rare, hein? Mais nous, les patients, souvent, elles habitent très loin des centres de santé. Donc, il faut se méfier de toute douleur en parapluie gastrique qui persiste parce qu'il y a risque de rupture hépatique. Le diagnostic ne peut pas se faire à l'examen clinique. Il faut faire un examen échographique pour poser le diagnostic d'hématome sous-capsulaire du foie, mais il faut quand même le suspecter devant toute douleur en part épigastrique. Donc, si la patiente elle se plaint d'une douleur à l'estomac qui persiste, il faut considérer que c'est une douleur en part épigastrique. Et il y a l'éclampsie, qui fait souvent suite à la prééclampsie, c'est la survenue de crises convulsives et ou de troubles de la conscience chez une femme présentant des signes de prééclampsie. C'est pour ça que ça s'appelle une éclampsie. Donc, d'abord, il y a la prééclampsie. Normalement, ça peut arriver qu'il y ait une éclampsie inaugurale, mais c'est rare. Donc, des crises convulsives qui ne peuvent pas être rapportées à des causes neurologiques. Quand toute cause neurologique est éliminée et que la patiente fait des crises convulsives et qu'elle a une hypertension artérielle, il s'agit d'une éclampsie. Les autres complications qui peuvent survenir, mais qui sont rares, c'est l'insuffisance rénale aiguë, l'œdème aigu du poumon, l'infarctus du myocarde, l'œdème cérébral et l'hémorragie cérébrale. Donc, la prise en charge doit être forcément multidisciplinaire. Il ne faut pas hésiter à appeler les collègues et demander des avis devant une femme qui présente une hypertension artérielle associée à des signes qui peuvent
poser des questions, il ne faut pas hésiter à appeler les collègues et demander des avis. Donc, les complications fœtales de l'hypertension artérielle, même non compliquées, même si les chiffres tensionnels ne sont pas très élevés, il peut survenir quand même un retard de croissance intra-utérin. La prématurité est souvent induite devant les signes de sévérité. Il y a risque d'hypoxie fœtale. Il faut faire attention avec la prise en charge que nous allons voir tout à l'heure avec les antihypertenseurs. Il ne faut pas trop baisser la tension de la maman parce que ça va réduire le débit utéroplacentaire. Et enfin, il y a le risque de mort fœtale intra-utérine. Donc, si la patiente accepte bien les suivis, accepte bien les consignes, quel que soit le type d'hypertension artérielle, on fait tout pour ne pas arriver à la mort fœtale intra-utérine, mais on ne peut pas décider, on ne peut pas prendre les décisions à la place de la patiente et parfois, l'évolution est très, très imprévisible. Donc, nous allons entrer dans un chapitre qui est assez difficile. Donc, la prise en charge de cette patiente qui est déjà diagnostiquée hypertendue, que ce soit une patiente hypertendue chronique, que ce soit une patiente qui présente une hypertension artérielle gravidique, que ce soit une patiente qui présente une prééclampsie ou une prééclampsie modérée ou sévère ou surajoutée. Donc, les objectifs de notre prise en charge, ce sera de prolonger la grossesse en cas de prématurité. Il ne faut pas oublier qu'il y a la mère et il y a l'enfant. Donc, il faut essayer de préserver les deux. Il faut essayer de prolonger cette grossesse quand l'état de la mère le permet. Il faut préserver la perfusion utéroplacentaire pour le fœtus et tout ça pour éviter. Quelle que soit la décision qu'on prend, il faut éviter la survenue de complications maternelles et fœtales qu'on a citées tout à l'heure et éviter le décès maternel et fœtal. Donc, les deux, il faut pas essayer, tout faire pour sauver et la mère et l'enfant, quelle que soit la situation. Nous disposons de plusieurs moyens, les moyens non médicaux, l'hospitalisation déjà, pour nos patientes qui habitent loin, pour nos patients qui ne sont pas toujours conscientes de leur état de santé, il faut les hospitaliser. Repos relatif, ce n'est pas un repos strictoli, c'est un repos relatif en décubitus latéral gauche et régime normosauté. Donc, normosauté, pas hyposauté, pas désauté, c'est régime normosauté pour cette femme qui est enceinte. Donc, remplissage modéré par du Rincher lactate, donc 30 ml par kilo par 24 heures si la patiente est à jeun. Si la patiente n'est pas à jeun, il ne faut pas la remplir parce qu'il y a risque d'œdème, risque de rétention et risque de tout ça. Si la patiente n'est pas à jeun, il faut juste mettre une carte veine simple. Donc, préférez toujours le Rincher lactate. Hein. Si la patiente est diabétique, ce sera en fonction de l'état de la patiente. Transférer la patiente, transfère un utéro, donc la patiente qui est encore enceinte, vers des centres disposant de blocs opératoires et de néonatologie spécialisée. Si le centre dans lequel vous êtes ne dispose pas de bloc opératoire ou s'il n'y a pas de service de néonatologie entre 24 et 32 semaines, entre 32 semaines et 36 semaines, il n'y a plus vraiment besoin de néonatologie spécialisée, mais de néonatologie tout simplement, hein, 32 semaines à 36 semaines. Et en cas de complications ou en cas de prééclampsie sévère, transférer la patiente vers un centre disposant d'un service de réanimation adulte, en plus des services de néonatologie et de bloc opératoire. Donc, la corticothérapie fœtale, tout à l'heure, nous allons voir pour chaque situation, chaque indication.
Mais la corticothérapie fœtale pour la maturation pulmonaire du fœtus, selon la molécule dont on dispose, de la pétaméthasone ou de la dexaméthasone, selon le protocole habituel, 12 mg en intramusculaire à renouveler une fois après 24 heures. Ensuite, il y a les antihypertenseurs. Nous allons citer, hein, d'abord, après nous allons voir quand est-ce qu'il faut utiliser quelle molécule ou quelle forme galénique. Donc, l'alpha-méthyltopin, nous le connaissons sous le nom d'Altonet, en comprimé disponible 25 à 250 ou 500 mg. Il faut quand même retenir que si vraiment il y a urgence fœtale ou maternelle, il faut d'abord faire ce qu'il faut sur place avant de transférer la patiente s'il faut. Donc, tout à l'heure, on verra les moyens obstétricaux. Hein. Donc, je vois une question sur le chat et du coup, je réponds tout de suite, sinon on va oublier de répondre à cette question tout à l'heure. Donc, revenons sur les antihypertenseurs. Donc, alpha-méthyltopaz, c'est 500 mg à 3 g par 24 heures en 2 à 3 prises. Donc là, on connaît très bien en obstétrique. L'anifédipine, avant, on n'utilisait pas l'anifédipine pour l'hypertension artérielle au cours de la grossesse, mais depuis quelques années, on peut utiliser. Il y a des comprimés de 10 à 5 mg toutes les 2 heures à 6 heures, mais en surveillant l'attention de la patiente que ça ne baisse pas trop rapidement. Donc, il ne faut pas baisser trop rapidement, il ne faut pas baisser trop bas non plus. Donc, l'anicardipine en comprimé 20 mg ou en LP 50 mg, en injectable aussi, en pousse seringue électrique quand c'est disponible. Donc, il faut diluer l'ampoule de 10 mg. Donc, dans l'ampoule de 10 ml, il y a 10 mg de nicardipine. Il faut prendre 2 ampoules à diluer dans 20 ml de sérum physiologique. Donc, quand c'est dilué, nous aurons une dose de 0,5 mg par millilitres. Donc, débuter à vitesse de mg par heure. Donc, pas de bolus de nicardipine en obstétrique. Pas en obstétrique, les bolus de nicardipine, ça se fait, mais pas en obstétrique, parce que ça va baisser subitement la tension artérielle de la mère et ça va diminuer la perfusion utéroplacentaire et ça va tuer le bébé qui est dans le ventre de la mère. Donc, pas de bolus de nicardipine en obstétrique et toujours débuter à 2 mg. Donc, débuter à petite dose et augmenter progressivement en fonction de l'objectif tensionnel fixé pour la prise en charge de la patiente. Donc, ça rame un peu. Donc, le labétalol en comprimé 200 mg, 1 à 4 comprimés par 24 heures, ou bien le labétalol en poule de 100 mg pour 20 ml. Donc, pour le labétalol, on peut faire un bolus. Donc, pour le labétalol, on peut faire un bolus de 20 à 40 mg en intraveineuse lente ou 0,5 par kilo de poids de la maman sans dépasser 80 mg. Donc, on peut faire un bolus avec le labétalol, donc c'est le 30 dates. Le dose d'entretien, c'est 5 à 20 mg par heure sans dépasser 300 mg. Donc, le traitement, le premier traitement, ce sera le nicardipine. Après, on dispose du labétalol si c'est vraiment nécessaire. On peut également utiliser la clonidine. Pour ceux qui en disposent, pour 1 millilitre, il y a 0,15 mg de clonidine dedans. On peut faire un bolus de 0,5
15 mg en intraveineuse lente, mais c'est à passer en 10 minutes. Et la dose d'entretien, c'est 0,015 mg par heure. Donc, pour le sulfate de magnésium, quand c'est nécessaire, il faut retenir qu'il ne faut pas associer la nicardipine avec un sulfate de magnésium. Donc, quand c'est nécessaire, il faut utiliser à dose de 4 grammes à passer en 30 minutes et puis 1 gramme par heure. Donc, l'acide acétylsalicylique ou l'aspirine, 75 à 100 mg par 24 heures en fonction des indications. Dans certaines recommandations, on peut aller jusqu'à 160 mg par 24 heures en fonction des risques hémorragiques. Les moyens obstétricaux, comme c'est une pathologie placentaire, le vrai traitement, le seul traitement, en fait, c'est l'extraction fœtale. Mais on ne peut pas extraire un enfant à 31 semaines d'aménorrhée parce que la patiente, elle fait une hypertension artérielle ou une prééclampsie. Il faut évaluer d'abord les critères de sévérité, mais le vrai traitement, la vraie prise en charge, c'est l'extraction fœtale. Donc, on peut procéder à un accouchement parfois passe par déclenchement artificiel du travail en fonction des conditions obstétricales et en fonction de la sévérité de l'état de la patiente. On peut faire également une césarienne en urgence ou en semi-urgence en fonction aussi de l'état de la patiente, de l'état du fœtus et des contre-indications ou des conditions locales du col de la patiente, du bassin de la patiente. Donc, nous allons voir maintenant les indications. Donc, les antihypertenseurs ne sont pas systématiques. Il ne faut pas introduire les antihypertenseurs de façon systématique. Ce sera en fonction de la valeur de la pression artérielle de la patiente. Donc, antihypertenseur uniquement si la pression artérielle systolique est supérieure à 160 mm de mercure et où la pression artérielle diastolique est supérieure à 110 mm de mercure. Dans ce cas, il faut utiliser de la nicardipine en intraveineuse à la pousseringue électrique quand c'est possible. L'idéal, ce serait en pousseringue électrique quand ce n'est pas possible. Il faut s'adapter aux situations. Donc, vous pouvez utiliser du LP si c'est ce que vous avez, mais en première intention, si c'est supérieur à 160 mm de mercure, ou bien si la pression artérielle moyenne est supérieure à 125, c'est la nicardipine d'abord. Donc, les objectifs tensionnels, c'est de maintenir une pression artérielle systolique supérieure à 140 pour permettre une perfusion placentaire. Donc, l'idéal, c'est entre 140 et 155. Maintenir une pression artérielle diastolique entre 190 et 105 et maintenir une pression artérielle moyenne entre 105 et 125 mm de mercure. Donc, ce sont les objectifs tensionnels pour cette femme qui est enceinte. Si elle n'était pas enceinte, c'est une autre condition, mais comme il faut maintenir la perfusion utéro-placentaire. Il ne faut pas créer une hypoxie fœtale. Il faut préserver et la mère et l'enfant. Donc, si les chiffres, si les objectifs tensionnels ne sont pas atteints, c'est là qu'il faut introduire un deuxième antihypertenseur. En deuxième intention, c'est le lapétalol d'abord. Quand ce n'est pas disponible, on peut utiliser les autres et éventuellement un troisième antihypertenseur si les objectifs ne sont toujours pas atteints.
Donc, nicardipine d'abord, après la pétalol et après clonidine si c'est disponible. Donc, pour chaque, nous allons voir chaque particularité. Donc, pour une prééclampsie sévère entre 24 et 34 semaines d'aménorrhée, l'idéal, c'est de poursuivre la grossesse, mais sous surveillance stricte. Donc, pour les patientes qui ne peuvent pas se prendre en charge à la maison, qui n'ont pas d'aide ménagère à la maison, elles vont rester à l'hôpital. Elle va rester à jeun tous les matins. Donc, il faut évaluer cette patiente tous les matins, l'état de la patiente, l'état du fœtus tous les matins pour vérifier si on peut gagner un jour par jour. Il ne faut pas la laisser rentrer chez elle et la recevoir dans 3 jours ou dans une semaine. Il faut la garder à l'hôpital. Il faut faire une corticothérapie fœtale pour la maturation pulmonaire, transférer quand c'est possible, antihypertenseur intraveineuse à la seringue électrique de préférence, sulfate de magnésium si l'indication de la naissance est posée avant 33 semaines, ou bien s'il y a des signes neurologiques chez la patiente, mais il faut faire très attention avec l'association avec la nicardipine quand même. Parce que souvent, la patiente est déjà sous nicardipine, mais elle présente des signes neurologiques et on va rajouter le sulfate de magnésium. Il faut faire très attention. Donc, toujours entre 24 et 34 semaines, il faut provoquer la naissance s'il a éclampsie. Donc, quel que soit l'âge de la grossesse, il faut provoquer la naissance s'il a éclampsie, s'il a hématome rétroplacentaire, s'il a OEDM du poumon, s'il a insuffisance rénale, s'il y a HTA sévère non contrôlé par 2 ou 3 antihypertenseurs et s'il y a anomalie de rythme cardiaque fœtal ou des anomalies de Doppler fœtaux. Donc, quel que soit l'âge de la grossesse, à Madagascar, il y a une tradition qui dit que c'est la fille de la mère qui prime, donc il faut sauver la mère. D'abord, après, ailleurs, je ne sais pas si c'est la même chose, hein, mais ici, c'est d'abord la mère. Et c'est un peu logique parce que si on laisse la grossesse évoluer alors que la mère est en danger, ce n'est pas. Après, il y a la discussion avec les interruptions thérapeutiques, interruptions médicales de la grossesse, mais en tout cas, ce sont les critères qui sont déjà bien posés, bien documentés. Cas d'éclampsie, d'HRP, d'OAP, d'insuffisance rénale, d'HTA sévère ou d'anomalie de rythme cardiaque fœtal, il faut provoquer la naissance, que ce soit par voie basse ou par césarienne, en fonction des conditions obstétricales. Donc, après 34 semaines, donc le fœtus, il atteint le seuil de fiabilité. Une prééclampsie se fait après 34 semaines. Les antihypertenseurs, transfert utéro quand c'est possible, provoquer la naissance césarienne en fonction des indications et du plateau technique. Et si la patiente, elle doit faire 50 km pour trouver un bloc opératoire, il faut mieux peut-être essayer d'obtenir un accouchement par voie basse dans les meilleurs délais sur place. Donc, sulfate de magnésium, s'il y a signe neurologique pour cette patiente qui présente une prééclampsie sévère après 34 semaines d'aménorrhée. Donc, ce n'est pas, donc pour certaines équipes, c'est systématique, mais en surveillance stricte à l'hôpital. Pour les prééclampsies modérées à fond 34 semaines, donc il n'y a pas de signe de gravité, aucun signe de gravité chez le fœtus, aucun signe de gravité chez la mère, juste une hypertension artérielle associée à une protéinurie. Hospitalisation, il faut mieux parce que l'évolution est imprévisible, il faut la garder en hospitalisation. Repos relatif expectative jusqu'à 37 semaines s'il n'y a pas de chance fœtale. Expectative, ça ne veut pas dire qu'on ne fait rien du tout, on surveille la patiente.
on la garde en hospitalisation, on explique à la patiente parce que quand elle ne comprenne pas pourquoi elle reste à l'hôpital sans aucun traitement, parce que là, j'ai fait exprès de ne pas mettre antihypertenseur. Parce que pour une prééclampsie modérée, l'objectif tensionnel reste toujours entre 140 et 155 pour la systolique, hein, et pour le diastolique de 85 à 90. Si le chiffre tensionnel ne dépasse pas ces chiffres-là, puisqu'il s'agit d'une prééclampsie modérée, il n'y a pas besoin de mettre un antihypertenseur, mais il faut surveiller cette patiente. En corticothérapie, puisque nous sommes à fond 34 semaines, et transfert unitéro quand c'est possible, c'est l'idéal. Après, nous ne pouvons pas nous calquer sur les prises en charge des grands centres européens ou dans les villes européennes où le transport est médicalisé, où les routes sont en très bon état. On ne peut pas calquer non plus nos prises en charge sur les recommandations dans les livres. Hein. Il faut s'adapter à notre situation, à chaque situation locale. Donc, pour les prééclampsies modérées, après 34 semaines, c'est toujours hospitalisation, repos relatif et toujours expectatif jusqu'à 37 semaines s'il n'y a pas d'urgence fœtale. Donc, quand c'est possible, il faut attendre la 37e semaine pour faire un déclenchement ou faire une césarienne quand c'est possible. Si la prééclampsie reste modérée, si la prééclampsie ne se complique pas. Donc, pour les hypertensions artérielles gravitiques ou les hypertensions artérielles gestationnelles, les antihypertenseurs en péros sont souvent suffisants, mais il faut respecter les contre-indications pour chaque médicament. Souvent, ça suffit à gérer l'hypertension artérielle des patients en péros seulement, mais il faut les revoir souvent pour la surveillance. Pour les hypertensions artérielles chroniques ou essentielles, on ne modifie le traitement à la conception que si le cardiologue est d'accord. Parce que si le cardiologue a donné un traitement particulier à une patiente, c'est que c'est le traitement qui est indiqué pour cette patiente. Donc, d'abord, faire une consultation avec le cardiologue et modifier le traitement à la conception, puisque les autres antihypertenseurs que nous n'avons pas cités aujourd'hui sont contre-indiqués pendant la grossesse. Donc, il faut d'abord avoir l'accord du cardiologue afin de modifier le traitement. Et il ne faut pas non plus faire peur à la patiente. Il faut bien expliquer à la patiente que certains antihypertenseurs sont contre-indiqués, mais il y a possibilité de suspendre le traitement toujours avec l'accord du cardiologue pendant la grossesse parce qu'il y a baisse physiologique de la pression artérielle durant la grossesse. Toujours avec l'accord du cardiologue. Nous, du côté obstétrical, nous ne pouvons pas prendre la décision parce que c'est contre-indiqué. On arrête parce qu'il faut d'abord penser à l'état maternel également. Donc, l'aspirine, à partir de 12 semaines, si le risque hémorragique est faible pour toute patiente hypertendue connue. Donc, 100 mg, 75 à 100 mg, journalier jusqu'à 35 semaines. Pour les patientes hypertendues connues, faire une surveillance concomitante avec le cardiologue quand c'est possible. Pour les prééclampsies surajoutées, c'est la même prise en charge que pour la prééclampsie que nous avons vue tout à l'heure. Donc, ce sera en fonction des signes de gravité, en fonction du chiffre tensionnel, en fonction du terme. Pour toutes les formes compliquées, c'est césarienne pour sauvetage maternel. Bien, si l'accouchement est imminent, à faire un accouchement dans les meilleurs délais. Si le transfert est impossible, il faut obtenir un accouchement dans les meilleurs délais. Les antihypertenseurs, ce sera en fonction de la pression artérielle et les prises en charge spécifiques de chaque complication en fonction de la complication.
nous allons reprendre un peu les critères d'extraction fœtale et quand est-ce qu'il faut, parce que tout à l'heure nous avons fait prééclampsie sévère, prééclampsie modérée à fond, après peut-être que nous nous sommes perdus en courte route, mais les critères d'extraction fœtale, c'est une prééclampsie sévère supérieure à 34 semaines, extraction fœtale immédiate, il ne faut pas attendre. Avant 34 semaines, on essaie d'atteindre 34 semaines, mais après 34 semaines, il faut extraire le fœtus. Les prééclampsies non sévères, donc de légère à modérée, à partir de 36 semaines, il n'y a plus de gain à prolonger la grossesse. Donc, ce n'est pas un critère non plus d'extraction fœtale immédiate. Si la prééclampsie est non sévère à partir de 36 semaines, mais il faut essayer d'obtenir, on peut essayer d'obtenir un accouchement par voie basse afin que la prééclampsie ne se complique. Toutes les contre-indications fœtales ou maternelles à l'expectative. Donc, si on ne peut pas atteindre parce que la maman a des complications ou bien parce que le fœtus présente des complications, il faut procéder à l'extraction fœtale, que ce soit par voie naturelle ou bien par césarienne. Donc, la connexion est un peu lente, hein, les diapos mettent un peu de temps pour s'afficher. Il y a les critères maternels d'extraction fœtale immédiate. Donc, tout HTA sévère non contrôlé par 2 ou 3 antihypertenseurs, tout hématome sous-capsulaire du foie, un OAP, un hématome rétroplacentaire, une insuffisance rénale. Donc, quel que soit l'état du fœtus, quel que soit le terme de la grossesse, quand il y a HRP, OAP, et que la mère présente des signes de gravité qui peut engager le pronostic vital de la mère, hein, il faut extraire le fœtus. L'imminence d'une éclampsie, toute douleur épigastrique persistante, un HELP syndrome qui est évolutif, c'est un diagnostic biologique qui peut répercuter sur la clinique. Dans ce cas-là, il faut extraire le fœtus, quel que soit le terme. Les critères fœtaux d'extraction immédiate, donc toute anomalie répétée du rythme cardiaque fœtal, même si la maman ne présente aucun signe de gravité, donc toute anomalie répétée du rythme cardiaque fœtal, toute anomalie sévère du rythme cardiaque fœtal, toute anomalie des Doppler fœtaux quand l'examen Doppler est disponible. Donc, dans le postpartum, donc si le diagnostic est posé dans le postpartum, ou bien si la patiente a été bien suivie durant la grossesse, elle a accouché. C'est une pathologie placentaire. Parfois, quand le placenta est sorti du ventre de la mère, la tension artérielle baisse d'elle-même puisqu'il n'y a plus le placenta qui entretient la pathologie maternelle. Donc, privilégier, bien surveiller la patiente, privilégier les antihypertenseurs féroces si la maman ne présente pas de signe de gravité. Et dans le postpartum, les inhibiteurs d'enzymes de conversion qui étaient contre-indiqués durant la grossesse ne sont plus contre-indiqués dans le postpartum, sauf si l'enfant est né prématurément ou si la mère présente une insuffisance rénale. Pas de contraception œstroprogestative dans les 6 semaines suivantes la naissance parce que ça va augmenter le risque thromboembolique. Il n'y a pas de contraception hormonale et la pression artérielle est non stabilisée. Donc, dans les 6 semaines, s'il s'agit d'une hypertension artérielle gravidique pure et pas d'une hypertension artérielle chronique non diagnostiquée avant la grossesse, dans les 6 semaines, normalement, la tension artérielle de la patiente, la pression artérielle de la patiente va revenir à la normale.
Au bout de 6 semaines, si la patiente présente toujours une hypertension artérielle, il faut l'envoyer en cardiologie pour avis et conduite à tenir. Mais précisons si elle allait ou si elle n'allait pas. Donc, après 6 semaines, c'est consultation en cardiologie. Il ne faut pas garder. Les consultations postnatales, normalement, ça doit se passer au maximum à 6 semaines ou plus tard. Donc, après les 6 semaines, si la patiente est présente à la consultation du postpartum, à 6 semaines, si la patiente elle a toujours une hypertension artérielle, une patiente qui n'est pas diagnostiquée hypertendue chronique avant la grossesse ou qui n'était pas diagnostiquée avant 20 semaines, il faut l'envoyer en consultation en cardiologie. Donc, cas particulier pour la prévention pour une future grossesse. Donc, pour les patientes avec antécédents de prééclampsie ou pour toute patiente qui a présenté une hypertension artérielle pendant cette grossesse, pour la grossesse ultérieure, il faut la mettre sous aspirine 75 mg à 160 mg à débuter avant 20 semaines, donc idéalement à la fin du premier trimestre. Ça va permettre la colonisation du myomètre par les artères spiralées, ça va permettre une bonne colonisation et ça va prévenir la survenue d'hypertension artérielle ou de prééclampsie pendant la grossesse suivante. Et il faut poursuivre au moins jusqu'à 35 semaines pour permettre une bonne fluidité sanguine. Mais il faut faire attention au risque hémorragique. S'il y a un risque hémorragique, il faut bien peser le pour et le contre pour le traitement avec l'aspirine. Nous allons terminer le chapitre prise en charge par la surveillance chez toute patiente traitée, qu'elle soit en externe pour les hypertensions artérielles gravité ou les hypertensions artérielles, pour les prééclampsies, il faut surveiller la patiente. Mais ça, c'est les surveillances pour les patientes en hospitalisation. Donc, la surveillance que nous allons voir là, à partir de maintenant, c'est la surveillance des patients qui sont hospitalisés. Donc, il y aura surveillance clinique d'abord, contrôle de la pression artérielle toutes les 4 heures si la prééclampsie est sévère. 3 cycles par 24 heures si la prééclampsie est légère à modérée. Il faut faire un sondage vésical pour surveiller la diurèse si cette diurèse est inférieure à 30 ml par heure. Donc, si on ne procède pas à un sondage vésical, il faut demander à la patiente de mettre les urines à chaque miction dans des contenants qu'on pourra mesurer parce qu'on ne saura pas si elle a fait moins de 30 ml par heure ou plus si on ne mesure pas la diurèse de la patiente. Donc, pour les patientes hospitalisées, pas directement aux toilettes, dans un bassin de lit ou dans quelque chose qu'on peut, ou dans un pot de chambre, quelque chose qu'on pourra mesurer, faire un bilan liquidien, noter la quantité de liquide absorbé, que ce soit les poissons que la patiente a bu ou notre perfusion, et on le fait la sortie. Donc, entrée diurèse pour évaluer la rétention hydrique de la patiente. Donc, pour les patientes en externe, il faut essayer de si elles ne peuvent pas faire d'automesure chez elles, il faut essayer de les revoir par semaine. Donc, de façon quotidienne, pour ces patientes qui sont hospitalisées, qu'elles aient un traitement antihypertenseur ou non, demander si elles ont des contractions utérines
L'hématome rétroplacentaire, ça se traduit par une contracture utérine, donc il faut le surveiller tous les jours. Les céphalées, demander si elle a des troubles visuels, demander si elle a des bourdonnements d'oreilles, demander si elle a des douleurs épigastriques ou bien une douleur de l'hypocondre droit. Donc il faut être systématique tous les matins. Si on dispose de deux équipes de sages-femmes, il faut leur demander de demander à la patiente le matin et de demander à la patiente le soir. Mais après, souvent, nous, il n'y a qu'une sage-femme qui travaille pour toute la grossesse pathologique et même parfois jusqu'en salle d'accouchement. Il faut éduquer les gardes malades et leur dire il faut prévenir si jamais votre patiente présente une céphalée ou une douleur par épigastrique ou si votre patiente se plaint de troubles visuels, de troubles auditifs, il faut prévenir la sage-femme. Il faut impliquer la patiente et ses cartes malades. Mesurer également de façon quotidienne la hauteur utérine, le périmètre ombilical de la patiente, peser la patiente, évaluer les œdèmes et vérifier les réflexes ostéotendineux 2 fois par jour si la prééclampsie est sévère. Parfois, nous n'avons pas ces réflexes-là, mais il faut être systématique pour la surveillance de cette patiente parce que la sévérité, ça va engager le pronostic vital de la patiente. Donc, pour les examens complémentaires dont on ne dispose pas toujours, l'idéal, c'est de vérifier toutes les sérologies, le groupe sanguin reçu, une recherche des agglutinines irrégulières, doser l'hémoglobine, les plaquettes, rechercher les schizocytes, le leucémie, le TP, la TCA, la fibrinogène, le produit de dégradation de la fibrinogène, la SAT, la LAT, la RTH, la bilirubine, l'ionogramme sanguin, l'apto. Même nous, on ne fait pas tout ça. Hein. Ce n'est pas disponible tous les jours et ce n'est pas disponible à toute heure. Il faut également gérer les portefeuilles des patients, c'est la réalité. Mais quand c'est possible, quand les patients ont les moyens, quand le centre de santé peut fournir les services dont on aura besoin, c'est utile quand même pour évaluer l'évolution de la pathologie de la patiente. Mais sinon, l'examen clinique très bien fait peut déjà orienter vers la prise en charge à instaurer chez les patientes. Donc, la protéinurie à doser toutes les 48 heures si la prééclampsie légère à modérée, quotidienne si c'est sévère. Donc, la patiente qui présente une prééclampsie sévère va conserver ses urines tous les jours et envoyer au labo chaque matin les urines de 24 heures. Donc, procéder à une échographie abdominale s'il y a une douleur épigastrique. J'insiste sur la surveillance clinique parce que la surveillance clinique, c'est ce que nous disposons, c'est ce que nous disposons tous dans nos centres de santé. Donc, il faut insister sur les examens cliniques, vérifier la pression artérielle 4 fois par jour quand c'est sévère, vérifier 3 fois par jour quand c'est modéré. Donc, les autres examens complémentaires à discuter, c'est les bilans de thrombophilie, s'il y a survenue de prééclampsie sévère ou bien si la prééclampsie survient avant 32 semaines. Faire une radiographie pulmonaire à la patiente si elle présente une dyspnée. Faire une IRM-C rectale s'il y a une éclampsie. Si c'est, par exemple, à Madagascar, à Tirana, nous ne disposons pas d'IRM. Il n'y a que dans la capitale qu'il y a des examens d'IRM. Donc, nous, à Diego, même si la patiente elle fait une éclampsie, on ne pourra pas lui prescrire un examen d'IRM. Nous sommes obligés de nous contenter des examens cliniques, mais quand c'est très bien fait, les examens cliniques peuvent nous donner beaucoup de renseignements, plus qu'on le pense et plus que les livres nous disent. Donc la surveillance fait à. Donc si la patiente, s'il n'y a pas de critères d'extraction fœtale, il faut surveiller les mouvements actifs. Donc demander à la patiente tous les jours si le bébé il bouge bien, s'il bouge comme d'habitude.
enregistrer le rythme cardiaque fœtal 3 fois par 24 heures, faire courte d'évolution de la VCT si c'est disponible, faire une échographie pour évaluer la biométrie fœtale toutes les 2 à 3 semaines quand c'est possible. Mais quand ce n'est pas possible, il faut mesurer la hauteur utérine. Ça, c'est déjà, c'est pas suffisant, mais ça pourrait le faire quand on ne dispose de rien. On s'adapte. Donc, nous arrivons au terme de cette très, très longue exposé. Donc, pour conclure, la prééclampsie est une évolution imprévisible. Donc, pour toute patiente prééclamptique, il faut hospitaliser. Donc, hospitaliser toute patiente prééclamptique, même si la prééclampsie est modérée. Tout antécédent de prééclampsie ou d'hypertension artérielle chronique doit nécessiter une consultation préconceptionnelle et la prise en charge doit être multidisciplinaire, incluant le cardiologue, l'obstétricien, le pédiatre, la sage-femme. Pour les prééclampsies, la pédiatrie est mentionnée parce que ce sont eux qui vont prendre en charge les bébés quand ils vont sortir quand ils vont sortir du ventre de leur maman. Et le seul vrai traitement étiologique, c'est l'accouchement. Mais il faut peser le pour et le contre en fonction de l'état maternel, en fonction de l'état fœtal et en fonction du terme de la grossesse et surveillance du postpartum. Il faut bien éduquer les patientes avant qu'elles ne sortent de l'hôpital qu'il faut revenir pour les surveillances du postpartum. Souvent, quand elles ont leur bébé dans les bras, elles ne reviennent plus. Et après, il y a les traditions qui disent dans certaines ethnies, par exemple à Madagascar, pendant 3 mois, la dame, elle n'a pas le droit de sortir de chez elle. Pour les surveillances du postpartum, c'est un peu compliqué, mais il faut bien éduquer et la patiente et le mari et la belle-mère et le beau-père et tout le monde qu'il faut revenir voir au moins les pressions artérielles s'ils ne peuvent pas faire un automesure chez eux. Donc, je vous remercie de votre patience et nous allons essayer de répondre aux questions. Autant le docteur Oumet, qui est cardiologue, pourra répondre à certaines questions et du côté obstétrical, Merci, docteur Harry. bienvenue. Très belle présentation, hein. C'est un sujet très complexe. Je ne trouve pas que c'était très lent pour résumer cette pathologie. Vous avez fait d'une manière didactique présenter définition, classification, la prise en charge et la surveillance postpartum. Je pense que vous avez fait le tour de la question. Néanmoins, il y a des collègues qui posent des questions. On va essayer de répondre à leurs questions et essayer d'un peu commenter. Il y a un collègue, docteur Harry, qui demande dans, dans quelle situation la patiente prééclamptique doit être à jeun, à part quand elle est programmée pour un bloc ou pour une extraction fœtale. Je pense qu'en partie, vous avez répondu dans une de vos diapos, mais c'est pas mal de répondre à notre très cher collègue. Okay. Merci pour la question déjà. Donc, pour une patiente qui présente une prééclampsie sévère, elle doit être à jeun tous les matins. Donc, il faut réévaluer la situation tous les matins. Donc, il ne faut pas non plus venir au travail à 9h ou à 10h parce que la patiente, elle va attendre la vie du médecin avant de pouvoir manger son petit déjeuner. Et il faut garder la patiente à jeun tous les matins. Il faut prioriser cette patiente qui présente une prééclampsie grave. C'est fait pour les visites. Il faut la voir d'abord. S'il n'a pas d'indication d'extraction fœtale pour la journée, elle pourra manger. Pour les prééclampsies modérées, il n'y a pas besoin de garder la patiente à jeun tous les matins. Il faut juste la garder en hospitalisation et bien la surveiller. Merci, merci. Je pense que le collègue
sera satisfait de cette réponse qui est assez claire et concise. Et s'il y a d'autres questions, on est là. Sinon, on pourra peut-être discuter un peu. Y a-t-il d'autres questions? Ah, euh, il y a un collègue qui demande de la place de l'hydralazine dans les traitements anti-hypertenseurs. Alors, ce n'est pas mentionné dans les recommandations. Oui, oui. Après, il faut... Ce n'est pas dans les recommandations au cours de la grossesse, hein, c'est juste au cours de la grossesse. Et parfois, c'est un peu risqué, mais si vraiment il n'y a pas le choix, il faut vérifier sur le site du CRAT Je pense si ça entraîne. je pense que c'est un traitement que moi, personnellement, nous ne disposons pas dans notre pays, mais c'est mentionné dans les papiers de l'Institut euh, International Study, euh, International Society of Study of Hypertension and Pregnancy, où il y a un algorithme qui parle de nifedipine orale à évaluer après 45 minutes et Oui. à réévaluer si dans les 90 minutes après deux prises, ça ne descend pas. Dans leur algorithme, ils parlent de cette molécule. Hein. Et comme on donne sous forme de bolus, hein, Ouais. s'il y a une dilution, c'est une molécule qui est dosée à 20 mg, qu'il faut diluer dans 20 cc et à donner 5 mg tous les 10 minutes. Hein. C'est dans les préclampsies sévères, hein, avec des tensions, un chiffre tensionnel supérieur à 160 et ou 110 mm mercure. Okay, Il y a toujours un autre collègue qui insiste sur le fait de garder à jeun. Je pense que c'est pour les préclampsies sévères. Hein. C'est uniquement pour les prééclampsies sévères. Parce que pour les prééclampsies sévères, il faut essayer de gagner un jour par jour. Si on peut prolonger la grossesse au-delà de 34 semaines, hein, on essaie de gagner un jour par jour. Du coup, on la garde à jeun tous les matins. S'il y a des critères d'extraction, elle mange. C'est en fait pour une éventuelle césarienne le matin. C'est pour Oui, programmer la oui, patiente. Comme c'est oui. sévère, à tout moment, elle risque de basculer vers l'indication Oui, d'action fétale oui, ou bien qu'elle va se compliquer par une éclampsie. C'était ça l'objectif. oui. En fait, cette patiente qui présente une prééclampsie sévère, la sévérité, c'est déjà un critère d'extraction fétale. Mais avant 34 semaines, Il y a il faut toujours. essayer. Oui, 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 c'est un peu compliqué pour le bébé de l'extraire avant 34 semaines. Donc, si on peut arriver à 34, on essaie de régler. Donc, en quelque sorte, c'est une patiente qui est programmée à la césarienne tous les jours. On est en train de gagner pour Oui. sortir de la prématurité, sur la Oui, maturation. sur la prématurité, oui, il faut essayer de gagner sur la maturation. En quelque sorte, c'est une patiente qui est programmée tous les matins et Ouais, qu'on recule tous les matins. Donc, on évalue tous les matins et si on ne va pas au bloc, elle mange. Si on va au bloc, elle les décharge. oui. C'est pour Et ça. est-ce qu'il y a d'autres questions? L'équipe des Reprémaf peuvent poser aussi des questions. Quant à moi, je voulais savoir pour la prééclampsie modérée, quand vous l'hospitalisez, c'est une évaluation de 48 à 72 heures et elle répare chez elle ou bien faut-il la garder juste C'est le médecin, en fait, qui va évaluer en fonction de la situation de la patiente. Si elle habite à 50 km il y et a des qu'elle n'a pas de moyen de locomotion, eh bien, elle reste à l'hôpital. Mais si elle habite à 10 km, par exemple, et qu'elle a une voiture et qu'elle peut avoir une aide à domicile, parce que dans la prise en charge de la prééclampsie modérée, il y a également le repos relatif. Donc, Ok. si on évalue que la patiente, elle ne peut pas se reposer chez elle parce qu'elle a 5 enfants et qu'elle doit faire la cuisine et le ménage et tout, Oui, oui, merci. il faut mieux la garder à l'hôpital jusqu'à au moins 34, jusqu'à l'extraction. Ok. Il y a un autre collègue qui nous demande
des précisions sur l'utilisation des sulfates de magnésium avant 33 semaines d'aménorrhée. Et posologie, et il demande si le bébé a déjà été maturé. Avant cela, faut-il encore faire le magnésium? Le magnésium, ça permet d'obtenir une maturation neurologique chez le fœtus avant 33 semaines. C'est pour la maturation pulmonaire, mais c'est pas systématique, c'est pas encore systématisé dans tous les protocoles. Donc, s'il y a vraiment urgence. Oui. Merci. S'il y a vraiment urgence, hein, si elle a mangé, bon, je pose la question, si la patiente a mangé, c'est le réanimateur qui va gérer en fait. Ce sera un problème pour le réanimateur qui va l'endormir à estomac plein, mais pour l'obstétricien, le césarienne n'aura pas il n'aura pas de changement. Il n'y aura pas de changement si l'indication est formelle, quoi. Oui, il n'y aura pas de changement, c'est juste au réanimateur de s'adapter, d'évaluer le risque d'inhalation. Après, s'il faut faire une anesthésie générale, l'idéal, c'est de faire l'estomac vide, mais si ce n'est pas possible, le réanimateur, il va s'adapter. Oui. Docteur Harry, il y a dans le volet prévention de la préclampsie, à part l'aspirine, il y a certains papiers qui parlent de l'activité physique. Hein. Oui. Aérobie des exercices, qu'en pensez-vous? Et si c'est vraiment indiqué, je pense qu'il faut éduquer nos patientes à faire cela et que ça ne met pas en danger le déroulement de la grossesse. Le sport, ce n'est pas contre-indiqué pendant la grossesse, sauf si la patiente a déjà présenté un menace d'accouchement sévère ou des antécédents multiples d'avortement. Le sport, ce n'est pas du tout contre-indiqué pendant la grossesse. Dans le volet prévention, oui. Avec l'aspirine, le fait de faire des activités d'aérobie au moins 3 fois par semaine. Comme ça. 3 fois par semaine ou 15 minutes par jour, ça peut aider. Ça réduit le stress, en fait. Oui. C'est un bon moyen non médicamenteux pour réduire ça. Oui. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Moi, je pense que l'hypertension artérielle, le management est difficile chez la femme enceinte. Difficile, c'est très difficile. Chez les cardiologues, pour les cardiologues, quand il s'agit d'une personne en dehors de la grossesse, il y a les traitements et un objectif à atteindre. Mais ici, la fourchette, elle est assez restreinte. Donc on évite aussi l'hypoperfusion du fœtus. Donc je trouve que c'est pas évident, hein. C'est pas évident. Mais l'essentiel, c'est que nos auditeurs, ils doivent sortir avec des messages clés, des antihypertenseurs qui sont autorisés. Vous les avez bien cités. Tout ce qui est en dehors de ça, il faut les éviter. Et voilà. Il y a une autre question. Le collègue demande pourquoi la différence entre autocontrôle et à l'hôpital. En fait, la seule différence, c'est juste la patiente. Si la patiente est fiable, si la patiente a un niveau d'étude qui est acceptable et on peut lui faire confiance pour l'autocontrôle, elle peut faire l'autocontrôle chez elle en dehors de tout signe de sévérité. Mais la majorité de nos patientes, je ne sais pas chez vous, mais chez nous, la majorité de nos patientes, disons 80% des patients, n'ont pas dépassé le niveau de secondaire. On ne peut pas vraiment leur faire confiance pour la surveillance de leur hypertension artérielle à domicile quand c'est associé à la grossesse. C'est juste la patiente la différence. En tout cas, s'il n'y a pas d'autres questions, y a-t-il d'autres questions? S'il n'y a pas d'autres questions, on va essayer. Il y a peut-être un coordonnateur de Reprémaf qui veut poser des questions, discuter, avoir des contributions peut-être. Docteur Soumaïla? Oui, docteur Ahmed. Oui. Voilà, merci beaucoup. Je vois que le professeur n'est plus en ligne. On l'a perdu, c'est ça? Non, je suis encore là. Ah, d'accord.
Et merci beaucoup. Je vois qu'il y a une question en cours d'écriture, je vois. Et merci beaucoup, professeur, pour vous. Oui, ce sont des remerciements. Et merci à vous aussi. Oui, oui. Merci Donc, à je tout n'ai le pas monde. une question personnellement. Voilà, donc vraiment, merci beaucoup, professeur Harry, pour la disponibilité Je et vous en prie. l'amabilité avec laquelle vous avez spontanément accepté d'animer cette conférence en ligne. Un sujet assez transversal et puis assez riche des deux côtés, hypertension et grossesse. Et nous vous remercions vraiment beaucoup et voilà, on espère que c'est un début du commencement et que bientôt on va traiter d'autres sujets de gynécologie avec vous. Et D'accord, merci beaucoup aussi à docteur Humaid, donc Ah, depuis Djibouti, c'est un plaisir en tout cas. pour la modération de cette conférence en ligne. Vraiment un sujet très intéressant. J'ai précisé dont le choix a été fait par un neurologue, donc je vous félicite pour ce choix. Mais le défi à relever hein, en termes d'hypertension et grossesse, quand on sort de la grossesse et que voilà, le fœtus est sauvé, tout ça, c'est les postpartum ou bien les conceptions, la consultation préconceptionnelle pour le prochaine ouais, grossesse. les prochaines grossesses. Il C'est faut très important. prendre très bien les risques, il faut lui expliquer du risque cardiovasculaire, hein, à part les complications. Cette hypertension peut évoluer vers la chronicité. Elle peut se compliquer par un infarctus du myocarde, d'un AVC, sans dramatiser dans l'explication. Je pense que il faut bien leur expliquer et je pense aussi que pour cela aussi, la personne en face, il y a, tout est lié aux conditions socio-économiques. Hein. Il faut qu'il y ait une bonne Oui, réception oui, derrière. Et voilà, certains pays développés, sans pour autant oublier aussi nos contextes en Afrique, ils préconisent oui. de mettre en place des carnets, des suivis de grossesse et hypertension Ah, pour je la suis personne bien. qui a fait ça, Oui. pour qu'il y ait voilà, un bon suivi. En tout cas, merci, c'était très très intéressant. Donc, professeur Harry, c'était un plaisir. C'était un Et plaisir pour moi aussi. si, Oui, merci beaucoup, professeur Gary. hmm, Oui, oui. Je ne sais pas si le professeur a un mot de la fin. Et oui, Humaid aussi. voilà. Bon, merci à tous. Hein. C'était un peu long et un peu difficile et compliqué, mais Nous j'espère sommes que dans le vous temps. avez... Hein. Je vois même que quelqu'un dit tenez compte du temps. Nous sommes dans le temps, je crois. Nous sommes à Oui, nous à sommes 1h37 minutes. 1h36. Oui. Le plafond, Oui. c'est 2 heures. Oui. Bon, Oui, merci à tous l'important, et à la prochaine fois peut-être. oui, oui, à la J'espère. prochaine fois. Merci beaucoup, docteur Ahoumaïd. Merci, merci. Merci. Et Ah, merci à tous les participants également. merci, merci. Et on se tient la semaine prochaine pour un webinaire sur les vertiges. Ça va être avec professeur Amarouche du Maroc. Et ça va être sur les vertiges avec comme modérateur docteur Ben Adi Djibrila. Donc des vertiges sur le plan oral et aussi neurologie, bien sûr, centrale et périphérique. Pour ceux qui sont intéressés par le sujet, je pense que c'est aussi transversal, on les trouve un peu partout. En Oui, neurologie et même en cardiologie, avec l'HTA, les signes de la feuille, la triade, et ainsi de suite, voilà. merci, Voilà. merci. Voilà, au revoir. Au revoir, au Au revoir. Voilà, revoir. merci. Au Au revoir. revoir. Au À la revoir. prochaine. À la prochaine.